Bonjour, bienvenue à tous à cette table ronde qui va aborder une question essentielle, une question que de plus en plus de citoyens, d'entreprises, d'acteurs politiques, d'associations se posent. Comment changer les habitudes de consommation? Pourquoi? Parce qu'ils ont bien compris à quel point la surconsommation peut nuire à la biodiversité. On pense au plastique, à la pollution qu'il génère, que ce soit au moment de sa production ou quand il est jeté, puisque d'après un rapport du WWF de 2019, un tiers des déchets plastiques finissent dans la nature. Les conséquences sont bien sûr nombreuses. On pense aux espèces qui peuvent les ingérer et en mourir, ou ces emballages qui sont utilisés comme abri ou comme support pour des espèces qui vont être déplacées et se retrouver dans des écosystèmes auxquels elles ne sont pas adaptées ou qu'elles peuvent dégrader. Dans son rapport, le WWF craignait de voir la pollution des océans, la pollution plastique des océans, multipliée par 2 d'ici 2 ans. Donc en tant que consommateur, on peut se sentir un peu impuissant. Pourtant, il est possible d'agir et c'est ce que vont nous expliquer nos 6 experts du jour. Donc on a Alexandre Mounier, Bonjour. Voilà, qui est président d'Un déchet par jour. Peut-être un mot sur ce qu'est Un déchet par jour? Oui, bien sûr. Alors, Un déchet par jour, c'est une association marseillaise qui a été créée en 2016. Et donc, comme l'indique le nom, on fait la promotion de tous les jours ramasser un déchet par jour et de le mettre dans la poubelle, si possible, la bonne. Et donc, après, on poste cette photo sur les réseaux sociaux. Le but, c'est quoi? C'est d'inciter notre entourage à en faire de même pour vraiment changer les habitudes et qu'on passe plutôt d'un mode où on ramasse les déchets plutôt qu'on les jette par terre. On organise aussi des ramassages, sensibilisation dans les écoles, les entreprises et plein d'autres choses. Virginie Guérin, donc présidente du World Cleanup Day France et directrice générale du Cocotarium. Un mot sur chaque casquette. Bonjour à tous. Le World Cleanup Day France, c'est une association qui fédère les citoyens en France pour participer à un mouvement mondial qui s'appelle le World Cleanup Day. Ça, c'est logique. En fait, l'enjeu, c'est de ramasser tous ensemble, dans plus de 180 pays, des déchets pendant 24 heures. On a de nombreux partenaires qui le font partout en France et à travers le monde, puisque l'enjeu, c'est de dire que je sois président de la République ou que je sois un enfant de 5 ans, que je sois réfugié ou bien que je sois personne en situation de handicap, je peux agir avec un premier geste tout simple, je me baisse et je ramasse un déchet. Et l'enjeu, c'est vraiment de faire le premier pas tous ensemble. Donc ça, c'est pour le World Cleanup Day qui se déroulera le 18 septembre prochain. Donc c'est vraiment tout bientôt pour la 4e édition. Et je suis aussi urbaniste et directrice générale d'une entreprise, donc le Cocotarium. Nous, on apprend aux gens à trier leurs biodéchets grâce à des poules. On met en place des poulaillers participatifs dans les villes, dans les écoles, dans les entreprises. C'est à la fois un projet collectif puisqu'on apprend aux gens à gérer un poulailler. Ça a l'air de rien quand on est à la campagne, mais quand on est en ville, c'est une autre opération. Et on le fait aussi en lien avec des entreprises en insertion. Donc voilà. Donc, à côté de vous, Fanny Wismara, présidente de Plastic Attack. Oui, France. France, pardon. Je suis la présidente de Plastic Attack France. Donc, c'est une association qui œuvre pour la réduction des déchets en général, donc pour le zéro déchet, et plus particulièrement pour la réduction du plastique, voire l'élimination, l'éradication, on est pour. Et on fait des opérations de sensibilisation, donc notamment notre action phare, les Plastic Attack, donc qui sont de la sensibilisation directement dans les grandes surfaces, donc puisque c'est la masse, le cœur de la consommation de masse, vu que c'est 72% de l'achat qui se fait en grande surface. Et donc on amène le zéro déchet. On leur montre comment réduire leurs emballages, on leur échange leurs produits emballés contre des objets réutilisables, donc des sacs à vrac. Voilà. Et on fait aussi des partenariats avec les collectivités, notamment la ville de Saint-Ouen, objectif Saint-Ouen zéro plastique, et plein d'autres choses. On en parlera en détail. Julia Berkovitz, donc vous êtes en charge de la responsabilité sociale des entreprises au sein du traiteur engagé La Table de Cana. Qu'est-ce que c'est ce traiteur? Et donc la Table de Cana, c'est la plus grande entreprise d'insertion du secteur de la restauration en région PACA. Et donc on est engagé sur des sujets sociaux, mais également sur notre impact environnemental. Et on en parlera un peu plus tard. Garib Damisch, vous représentez un peu le volet entrepreneur. Vous êtes associé et architecte technique de La Boîte Verte, qui est une entreprise basée à Septène-les-Vallons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites?
Alors bonjour à tous. Alors la Boîte Verte, c'est une entreprise d'ingénierie qu'on a créée il y a 1 an et demi avec mes 2 associés. Donc nous, on œuvre pour aider les entreprises à développer des projets à impact positif pour la planète. Donc on les accompagne sur les phases de prototypage et d'industrialisation. Et dans ce sens, on a lancé notre premier projet interne qui est la boîte à tri. Donc c'est une poubelle connectée qui est accompagnée d'un jeu mobile. Et l'objectif, c'est de sensibiliser et d'inciter au geste de tri à travers la gamification. Et enfin, on a Jean-Yves Sayag qui était lanceur d'alerte et qui est devenu élu à la métropole d'Aix-Marseille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous y faites aujourd'hui ? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en charge des déchetteries, des décharges sauvages. Je suis en charge de la propreté et de la petite voirie dans les 18 communes autour de Marseille. Et aujourd'hui, je suis surtout le porte-parole de la métropole pour mettre un peu plus de verre dans notre organisme. Il y en avait déjà. Et aujourd'hui, on est là pour accompagner toutes ces associations et donner l'amour aux citoyens de notre planète qui en a énormément besoin. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes engagées qu'il y a sur ce site aujourd'hui, parce que si ça va changer demain, c'est surtout grâce à vous. Donc, suite à ces présentations, on comprend qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont été confrontés à des décharges sauvages. Est-ce qu'il y a des déchets qu'on retrouve plus particulièrement dans ces décharges ou sur les plages Est-ce que vous avez un peu des tendances qui sortent ? Des mégots, encore des mégots. Oui, c'est sûr, il y a pas mal de mégots. Après, avec le Covid, on a vu des nouveaux déchets apparaître. Les masques, bien évidemment, mais c'est aussi les cartouches de proto qu'on fleurit partout en France, et je pense notamment sur des parkings. Donc à Marseille, on a nos spots spécifiques, mais je pense que toutes les villes auront leurs spots spécifiques. Après, c'est aussi les Capri Sun. Je pense qu'il n'y a pas une seule personne ici qui peut dire qu'il ne voit pas au moins un Capri Sun par jour par terre. C'est un vrai fléau, mais aussi les mégots. Alors pour revenir sur les décharges sauvages, ça ce sont les petits. Par contre, j'aime pas classifier l'ordre des déchets, mais moi je filme surtout les gros déchets, ce qu'on trouve sur nos collines, dans les centres, de partout un peu, vous les voyez. J'ai embêté des millions de personnes avec ces vidéos, mais aujourd'hui on prend conscience et aujourd'hui il faut remonter tout en haut pour sortir des vraies lois qui servent à quelque chose et pas en sortir tous les quarts d'heure qui serviront à rien. Et comment ces déchets le mégot, on se doute que voilà, et on fume, on le jette, mais est-ce que c'est que des déchets qui sont là parce que quelqu'un les a jetés dans la nature, ou est-ce qu'il y a d'autres explications, d'autres chaînes qui les mènent jusque-là ? Je pense que pour la question des décharges sauvages qui concernent beaucoup de déchets, notamment du bâtiment, pas que, mais du bâtiment. Il y a un vrai sujet sur l'accès des professionnels en fait, au site de déchetterie qui leur coûte de l'argent. Quand c'est des petites entreprises, voilà, ça prend du temps sur le chantier. Et donc, voilà, cette notion de comment je vais gérer cet aspect-là, c'est clair que c'est un vrai sujet pour les décharges sauvages, c'est un vrai enjeu, quoi. Alors, je peux répondre rapidement. En fait, il y a des règles dans la profession. Et ces règles, ils les connaissent très très bien. Donc si la profession ne leur convient plus, qu'ils arrêtent, tout simplement, puisque vous savez, si un taxi il a besoin d'essence, on ne va pas lui donner l'occasion d'aller siphonner de l'essence parce qu'il doit travailler avec. On ne doit pas tolérer ça. Il faut être ferme. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas contents, ils changent de métier. Donc à un moment, il faut arrêter de trouver des solutions, des trucs. Alors la solution que j'ai proposée déjà à notre ancienne ministre, et je vais me battre pour aller au bout, c'est ils ne veulent pas payer, on les fait payer en amont. C'est-à-dire qu'il faut créer une éco-contribution, puisque paraît-il, l'éco-taxe, c'est pas très joli et c'est mal vu. Donc l'éco-contribution, on va faire payer 10% en plus, ou 12, ou peut-être 8, à chaque professionnel, à chaque citoyen, qui lui donnera accès au centre de tri gratuitement. Et on va créer une vraie police environnementale, parce qu'il faut arrêter de faire de l'environnement pour voir en 2072. Je pense qu'en 2072, probablement, on ne sera plus là. Donc il faut gérer les problèmes au jour le jour. Et là, il y a urgence, il faut créer un numéro vert. On crée des numéros verts tous les jours pour X ou Y raison. Et l'environnement, il n'y a jamais rien. Voilà, au congrès aujourd'hui de l'environnement, et ça c'est mon petit coup de gueule, c'est qu'on en parle de tout. Et aux dernières élections municipales, la première préoccupation des Marseillais, c'était quoi ? C'était la propreté et notamment les décharges sauvages. Et aujourd'hui, personne n'en parle parce que derrière, il y a des lobbies. Et ça, on les oublie. Et malheureusement, les lobbies, ils sont de partout.
Et il est urgent de prendre en considération ce phénomène. Il y en a marre. Et dans les déchets, ce qu'on retrouve, on ne retrouve pas que de l'inerte, c'est des déchets qui ne polluent pas. On retrouve de l'amiante, on retrouve de l'huile de vidange, on retrouve de tout, même des corps. D'accord? Donc là, c'est vraiment grave et il faut vraiment agir. Voilà, donc agir avec fermeté. Arrêter la sensibilisation, l'éducation, il faut la prendre bien sûr, mais il y a la phase répression qui n'existe pas, il faut le savoir. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Et en tant que citoyen, pour commencer, quand j'ai discuté avec vous, vous m'avez souvent parlé du fait que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, et vous m'avez parlé du principe des 5 R. Alexandre, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu rapidement ce que ce sont ces 5 R, et puis après on rentrera dans les détails Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas une seule personne ici qui pourra dire que la méthode pour réduire ces déchets, c'est pas ça, justement, ces 5 R. Donc, le principe, en fait, c'est de dire que tout ce que je peux refuser, je le refuse. Donc, un exemple, c'est quand je vais au supermarché, si on me propose un sac plastique et que j'en ai pas besoin, je le refuse. Si c'est pour le jeter 3 secondes après, clairement, j'en ai pas besoin, donc autant le refuser. Tout ce que, après, je peux réduire, je le réduis. Donc, est-ce que j'ai besoin d'autant de X ou autant de Y? Donc, c'est... par exemple, ça peut être le cas pour les emballages. C'est est-ce que j'ai besoin que ce soit emballé 3 fois dans du plastique? Non, déjà qu'une fois, ça reste à démontrer. Mais donc, peut-être qu'on peut avoir des emballages et choisir des emballages qui sont... Enfin, où c'est quelque chose qui serait enveloppé qu'une fois. Après, donc... et donc, il y a cette méthodologie, en fait, c'est on doit à chaque fois essayer d'appliquer le R supérieur, donc le refus, et après, petit à petit, descendre. Donc, après, donc, le refuser, on a le réduire. Après, on a le réparer aussi. Donc, tout ce que je peux réparer, je le répare. Des chaussures qui sont cassées, par exemple, plutôt que qui sont trouées, je peux très bien les emmener chez le cordonnier. En plus, ça crée de l'emploi. Et donc après le 4e R, c'est alors pour le coup lui il vient de l'anglais, c'est rot, et donc ça veut dire composter, mais bon. Je crois qu'en français on peut dire retourner à la nature. On peut dire retourner à la nature, tout à fait. Donc là le principe c'est voilà juste de composter ces déchets. Et le 5e c'est recycler. Et ça c'est alors souvent il y a le débat de est-ce qu'il faut recycler ou pas. Oui il faut recycler, mais c'est et de loin pas la solution miracle. Le recyclage ça doit être au cas où. Enfin si vraiment rien d'autre n'a marché, alors on recycle. Mais toutes les étapes avant sont quand même mieux. Vous avez des choses à ajouter sur ces principes, des petites astuces que vous donnez des fois dans vos interventions Peut-être juste préciser que sur le recyclage, le plastique en l'occurrence n'est pas recyclable à l'infini. Donc autant le verre, on peut le recycler à l'infini, le plastique non. Donc justement cette matière-là, autant l'éviter, donc refuser, réduire. Et donc réduire, c'est aussi changer sa consommation, donc en passant par des gestes, par le vrac, fabriquer ses produits ménagers, utiliser plutôt des savons que des gels douche. Voilà, ces choses-là. Mais surtout garder en tête que donc, oui, le recyclage, déjà, c'est polluant, c'est énergivore. Et notamment donc, pour le plastique, il faut faire des broyades de plastique. Ça crée des microparticules qui vont s'envoler, qui après vont retomber dans les pluies, dans les océans, asphyxier nos océans. Donc voilà, ce recyclage-là, c'est... Voilà. Et il faut savoir que c'est pas parce qu'on met quelque chose dans la poubelle jaune qui va être recyclé. C'est aussi ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas recycler toutes les sortes de plastique parce qu'il faut développer des filières, il faut donc avoir un gisement suffisant pour développer une chaîne industrielle, etc. Donc l'idée, vraiment, c'est ne plus produire de déchets. Posez-vous la question, à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, au-delà des 5 R, est-ce que j'en ai besoin pour combien de temps, et du coup est-ce que je peux pas l'emprunter à mon voisin, est-ce que je peux pas le troquer avec quelqu'un, est-ce que j'ai besoin de l'acheter, si j'ai besoin vraiment de l'acheter, est-ce que je dois l'acheter neuf, parce que c'est toujours moins de matière produite, et vraiment ayez en tête que recyclable ne veut pas dire recycler, de la même manière que tout ne se recycle pas, même si on vous facilite la vie en le mettant dans votre poubelle d'ordures ménagères, en tout cas dans la poubelle jaune, et que c'est collecté. Donc vraiment éviter les déchets au maximum. Et qu'est-ce qui se... Oui, pardon. Oui, non, j'avais moi aussi peut-être un petit truc pour compléter ce que tu as dit. C'est aussi de ne pas avoir peur de pas faire quelque chose de parfait. On est tous des êtres imparfaits.
Et donc, c'est pas parce que le zéro déchet, quand on entame une démarche, on va pas y arriver du jour au lendemain. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est de commencer la démarche et d'avancer, pas par pas. Donc, peut-être on peut. Moi, j'invite en tout cas tout le monde à tous les jours se mettre un défi. Donc, par exemple, commencer par chaque jour refuser un déchet. Enfin, ce qui devrait être un déchet, donc que ce soit refuser un sac plastique ou refuser un autre emballage, et petit à petit progresser, changer nos habitudes de consommation petit à petit. Il faut pas se dire, bon, bah, à partir d'aujourd'hui, je vais être irréprochable. C'est impossible. C'est impossible, c'est contraignant et on n'y arrive pas et ça tient 2 jours et au bout de 2 jours, on va manger chez McDo, donc ça ne sert plus à rien. C'est comme les régimes en fait. Voilà, c'est ça. Et Donc, Virginie, vous avez enclenché cette démarche dans votre famille et vous dites que ça vous a pris 6 ans. Donc, quelles ont été une démarche aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes zéro déchet ou... Alors moi, je dis jamais que je suis zéro déchet, je dis que je suis presque zéro déchet et je pense que je vais rester presque toute ma vie parce que faut être bienveillant avec soi-même. Par exemple, j'aime bien le vernis à ongles, j'ai pas trouvé le moyen d'en avoir, voilà, donc et c'est pas grave. Je pense que c'est pas grave. La prise de conscience à la maison, c'est quand après la naissance de notre fils, de notre deuxième enfant, en fait, on a descendu 4 fois dans la même semaine la poubelle d'emballage. On s'est dit qu'on mangeait plus de plastique que du reste. Et c'est là que ça a commencé. On a commencé par ce qu'on pouvait faire le plus simplement, c'est-à-dire finalement la nourriture, c'est 80% de ce qu'on amène tous les jours dans notre foyer, quoi. Donc trouver des solutions alternatives à différents éléments. Moi, je fais pas de choses moi-même parce que je suis à la fois entrepreneur, présidente d'asso, je suis très engagée. Voilà, ce n'est pas mon truc. Par contre, je vais me fournir en vrac. Donc j'ai cherché comment trouver près de chez moi, dans un rayon de 15 minutes à pied, des choses pour que ce soit pratique. Le truc, je peux partager un truc difficile. On s'est pas mis d'accord sur le dentifrice avec mon mari, donc ça reste une bataille entre celui que je fais moi, pour le coup parce que c'est facile, voilà. Mais sinon, on peut l'acheter en vrac. Donc, en fait, le premier sujet pour commencer, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire facilement et commencer par ça. Et en fait, mesurer immédiatement le bénéfice de son action. Et nos enfants, notre fils notamment, vit comme ça depuis qu'il est né quasiment. Donc pour lui, c'est absolument évident. Mais voilà, ça reste un sujet. Et quand on est derrière, c'est tout notre mode de vie qui a changé. C'est-à-dire que, en fait, on n'a plus de voiture, mais parfois on a besoin d'une voiture. Et bien, on va la louer à un particulier sur une plateforme. Je fais du troc pour les vêtements et donc je poste un message sur les réseaux sociaux et je les trouve dans 15 minutes autour de chez vraiment juste à côté dans ma rue en fait, parce qu'il y a forcément d'autres parents qui ont des enfants plus jeunes que les miens. Du coup, je fais mes courses en 15 minutes, je gagne du temps. Et puis je gagne de l'argent. Ouais, ça c'est vraiment le truc. Sur mon panier moyen hebdomadaire, j'ai gagné à peu près 30 €. Donc je dépensais 120 € de courses et j'en dépense à peu près 90. Alors évidemment en fonction des saisons, mais et je vais une fois par mois au magasin de vrac. Je prends mes nourritures directement au marché dans mes boîtes, donc je les remets tout de suite dans mon frigo. J'ai pas besoin de dépacter, etc. Je gagne du temps et de l'argent vraiment. Alors que certains pensent peut-être le contraire. Vous rencontrez des gens que vous essayez de sensibiliser, notamment Plastic Attack. Qu'est-ce qui les freine, les personnes, à s'engager dans ce type de démarche? Nous, souvent, on nous dit que c'est le zéro déchet, c'est pour les bobos. C'est souvent ce qui revient. Et on essaye de leur prouver que non. Et du coup, on propose des recettes aussi. Parce que souvent, on a ce qu'on retrouve, c'est qu'ils nous disent que c'est trop cher. Ce qui peut être un frein et ce qui peut être vrai. Sur, par exemple, un shampoing solide, ça va coûter 10-15 €. Pour une famille aux revenus modestes, voilà. Mais de faire soi-même, ça fait tomber à 3 €. Après, maintenant, il y a la grande distribution qui commence à s'y mettre aussi, donc les coûts aussi commencent à être réduits. Et de faire soi-même, forcément, c'est beaucoup moins cher. On utilise beaucoup moins de produits. Donc voilà, on essaye vraiment de leur montrer ça. Après, il y a des exemples aussi typiques. Moi, je leur dis que plutôt que d'aller faire des courses, prendre des packs d'eau qui coûtent cher, qui sont lourds, les remonter, après ressortir la poubelle, moi, je prends ma gourde, j'ouvre le robinet et puis voilà. Donc là, j'ai gagné du temps, quoi. Et plus sa poubelle est forcément réduite et petite, moins on la sort souvent, donc on gagne aussi beaucoup de temps. Il y a après, le zéro déchet, c'est aussi du minimalisme et
ne pas se laisser avoir par les sirènes de la consommation et de réduire et de prendre que ce qui est nécessaire. Est-ce que j'ai besoin de 10 crèmes? Non, j'en ai besoin d'une, ou d'une huile pour le savon, un savon qui fait tout. Le savon de Marseille, il va faire la vaisselle. Après, ça peut servir aussi de produit ménager. Donc du coup, en fait, on réduit considérablement le budget, le temps aussi pour aller chercher tout ça, pour porter tout ça, pour aller à la poubelle. Donc recycler des choses qui sont complètement évitables et absolument inutiles. En plus, l'une des intoxications qui est la plus courante, c'est quand même par les produits ménagers, donc chez soi, la pollution de l'air, donc qui est due aux produits ménagers, qui sont hyper toxiques. Donc voilà, avec du vinaigre blanc, bicarbonate, du savon de Marseille, tout ça c'est réglé, et puis il suffit d'ouvrir les fenêtres. Du coup, le budget est carrément très allégé. Donc voilà, on leur prouve que c'est aussi économique. C'est écologique et économique, et c'est sain pour l'environnement et la santé. Ça va de pair, forcément. Autre chose à ajouter sur les petits trucs et astuces à la maison Alors nous, c'est peut-être pas sur les trucs et astuces, mais nous, on est parti d'un constat, c'était qu'il y avait des personnes qui avaient une vraie sensibilité sur les impacts environnementaux des déchets, mais il y a aussi une grande partie de la population qui est vraiment pas du tout sensibilisée sur cette production de déchets. Et nous, on est parti du constat que demander aux gens de partir directement sur du zéro déchet, c'était peut-être un peu difficile. Et donc, nous, ce qu'on s'est fixé comme objectif, c'était plutôt d'abord de les faire se rendre compte de la quantité de déchets qu'ils produisent. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'a fait Plastic Attack. Avec, la mascotte qui porte... Justement, ça rejoint ce que tu dis. Et c'est vrai que nous, dans les magasins, on a beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout sensibles à l'environnement. Et du coup, la mascotte, elle nous sert de brise-glace aussi, de montrer ce qu'on peut produire comme déchets, et en fait tout de suite ça les impacte et tout de suite ça les sensibilise. Oui, parce que visuellement ils arrivent à se rendre compte, et moi je pense que c'est ça qui est important, c'est de commencer à leur faire trier déjà, même si effectivement on n'arrive pas tout à recycler, etc. Le fait de trier, ça leur fait mettre plus les mains dans les déchets, et ils se rendent compte vraiment de la quantité de déchets. Et je pense que c'est à partir de cette étape-là où on se rend compte de tout ce qui est produit, qu'on peut emmener ensuite les gens à faire réduire cette quantité de déchets pour justement se sentir vraiment libérés de tout ça, quoi, parce que quand on arrête de sortir la poubelle, on est trop content qu'ici, qui aime sortir les poubelles, franchement, hein. Je souhaiterais pas rebondir, mais faire un complément, puisqu'on parle de ces petits déchets, mais il y a aussi tout ce qu'on abandonne dans nos rues, les canapés, je passe les téléviseurs, les micro-ondes et autres. Il faut savoir que maintenant, dans nos déchetteries, je suis très fier de ça, c'est qu'on a créé des ressourceries. Donc là, on en a 3 en expérimentation à Marseille. Ça va s'élargir sur l'ensemble de nos déchetteries sur le territoire. Très heureux. C'est-à-dire qu'en clair, vous allez aller en déchetterie, vous avez forcément peut-être un canapé qui est encore utilisable. Donc vous avez un micro-ondes qui fonctionne. Pourquoi le jeter? Donc voilà, là, nous, on a des contrats avec des associations, et ils récupèrent tout pour leur association, qui vont revendre à un coût ridicule, et ça évite d'aller encore partir en centre de tri pour être broyé ou recyclé sur ce qu'on peut recycler. Voilà, donc les ressourceries, s'il y en a parmi vous qui en connaissent et qui veulent se développer, n'hésitez pas à contacter, on sera là pour vous accompagner. Voilà. D'ailleurs, je pense que ça rejoint bien du coup la thématique du stand. Nos déchets ne sont pas une fatalité. Exactement, exactement. Et là, je suis content parce qu'il y a beaucoup d'acteurs que je commence à connaître et apprécier. Et ce sont des personnes qui sont ici, on ne va pas le nommer, Alex, entre autres. Mais en fait, tout le monde qui est autour de cette table ronde font beaucoup pour Marseille, et elles ne sont pas assez revalorisées. Pour le coup, revaloriser, c'est aussi un mot que vous employez souvent. Et voilà, donc je suis très très heureux de voir aujourd'hui tous ces acteurs autour de ce magnifique parc Chano pour promouvoir l'amour de notre planète. Et réduire sa consommation, ça concerne les particuliers, mais aussi les entreprises. La table de Cana, vous êtes un traiteur. Donc un traiteur, on imagine plein de contenants. Qu'est-ce que vous mettez en place pour réduire votre consommation Déjà, moi, je voulais réagir à ce qui a été dit du coup, par Jean-Yves Saec juste avant, c'est de dire on est citoyen chez soi, mais on peut aussi l'être en entreprise, et on doit aussi l'être en entreprise. Et justement, par exemple, nous, quand on a du mobilier ou même de la bureautique,
qu'on n'utilise plus, ou en tout cas qui peut être réparé, mais que nous, aujourd'hui, à la table de Cana, on ne sait pas faire, on va aller le déposer, la bureautique, dans une association qui va aller réparer les ordinateurs, les claviers, les tapis de souris, etc. Ou par exemple, là, on a des projets de travaux pour des nouveaux bureaux. On va d'abord, avant de dire, OK, on veut du neuf, on veut tout refaire pour que ce soit beau, qu'est-ce qu'on peut réparer, upcycler, refaire. Et il y a énormément d'acteurs à Marseille, justement, comme ici Marseille, etc., où il y a énormément d'artisans qui peuvent upcycler le mobilier pour en faire du beau avec de l'ancien. Voilà. Donc ça, c'était la partie plus pour rebondir à ce qui a été dit. Et ensuite, nous, en tant que tel, donc, pour notre activité de traiteur, donc le secteur de la restauration, c'est un secteur qui a un impact environnemental qui est fort et qui touche énormément de sujets, notamment le sujet de l'approvisionnement. Donc aujourd'hui, à la table de Cana, on a une vraie réflexion et une vraie démarche pour se dire, on va aller s'approvisionner autant qu'on peut en local, en bio quand ça a du sens, pour minimiser notre impact environnemental et favoriser les circuits courts. On va également avoir une vraie réflexion autour des déchets, et notamment les contenants en font partie. Et donc on va mettre en place le tri des 5 flux, donc le métal, le carton, etc. Mais en amont, on va se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut justement réduire pour ne plus avoir ces déchets plastiques produits. Et donc on va se dire, tout ce qu'on peut remplacer avec du réutilisable, on va le faire. Parfois, on a encore du mal à trouver des solutions, même si on essaye d'échanger avec nos fournisseurs pour aussi nous les challenger, pour qu'ils essayent d'aller plus loin et qu'ils réfléchissent aux produits qu'aujourd'hui ils nous proposent. Et quand on va avoir ces déchets qui vont rester, se dire on va les trier avec, et ça c'est important aussi, des partenaires qui peuvent nous assurer et qui ont une totale transparence sur les filières de recyclage proposées, parce que c'est aussi important que nous, ce qu'on disait, tout ce qui va dans la poubelle jaune n'est pas forcément recyclé, nous de s'assurer de savoir où vont les déchets qui vont être collectés par nos prestataires. Ou encore, nous, pour les déchets de la cuisine, parce que ça représente aussi un volume important, on a mis en place des composts sur site, des composteurs sur site où on va aller composter tous les déchets de cuisine. Donc voilà, il y a énormément de choses, mais on va dire que ces deux sujets-là, de l'approvisionnement pour nous et de la gestion des déchets pour un traiteur, c'est primordial. Et sur les déchets organiques, on n'en a pas tellement parlé. Pour les particuliers, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme solution s'ils n'ont pas un jardin avec un compost? Est-ce que vous avez des trucs peut-être à Marseille ou même ailleurs? Alors à Marseille, en tout cas, donc si on n'a pas un jardin, on peut très bien avoir soit un lombricomposteur. Donc moi, par exemple, c'est ce que j'ai fourni par la métropole. Voilà, pour la modique somme de 10 €. Il fonctionne très bien, les lombrics sont très heureux. Et il y a surtout une super hotline. Quand on a des questions, des lombrics malades ou en déprime, ils sont là. Donc il y a ça. Sinon après, il y a pas mal de composteurs collectifs qu'on peut utiliser. Ou sinon après, je pense que Monsieur Saïk va en parler. Il y a des expérimentations sur la collecte des biodéchets. Mais en tout cas, il y a des choses qui existent. Il y a aussi le bokashi, on l'appelle le composteur japonais qui existe, donc il y a une autre alternative et qui marche très bien aussi en appartement. Un mot sur ces expérimentations? Oui. Alors, je voulais juste rebondir sur les déchets des professionnels, puisqu'on en parle très peu, c'est très à la mode. Il faut savoir que nos poubelles sont réservées uniquement aux particuliers. Oui. Et malheureusement, aujourd'hui, sur les chiffres, je ne sais pas d'où ils sortent, 22-24% de nos poubelles sont réservées aux professionnels, donc à tort, puisque moi, je dis que certains quartiers, ça va jusqu'à 60%. Donc, il faut savoir que les professionnels, on est là aussi pour les accompagner avec la redevance spéciale qui a été mise en place. Tenez-vous bien, on est à Marseille, ça fait 40 ans qu'elle doit être mise en place. 40 ans, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas la métropole qui s'est réveillée et qui a dit tenez, on va lancer la redevance spéciale. C'est bien l'État et dans la réduction des déchets qui nous attend très bientôt, c'est demain, 2025. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les professionnels ont un rôle majeur à jouer dans notre belle cité phocéenne, de faire gérer les déchets qu'ils produisent par des prestataires privés.
C'est-à-dire qu'ils ont l'interdiction de jeter leurs sacs dans les poubelles des particuliers, puisque la métropole donc, collecte la taxe d'ordures ménagères qui est faite pour les particuliers. Voilà. Donc après, c'est vrai que moi, je suis un peu excédé de voir tout ça. Si on veut que notre ville change, il faut que le citoyen aussi change. Donc il n'y a pas un sans l'autre. On va marcher les mains dans la main, mais je pense qu'à Marseille, on met un peu plus de temps qu'ailleurs, mais on va y arriver, c'est une certitude. Et du coup, sur ces expérimentations Oui. pour les biodéchets, qu'est-ce que Alors, vous les faites, expérimentations pour les biodéchets, donc effectivement, en plus de vendre des composts et des composteurs, nous sommes en rupture de stock parce qu'on se moque sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a une pénurie de bois. Riez pas, c'est vrai, il y a une pénurie de bois sur la planète. Hein. Et aujourd'hui, donc, moi-même, j'en ai payé un que j'ai toujours pas reçu. Mais c'est pas grave, je l'ai payé quand même. Donc, et aujourd'hui, c'est bien d'aller vers là. Je crois qu'on en a vendu plus de 1200. Donc, c'est qu'il y a quand même un élan. Les gens ont envie de changer. Le changement, comme dirait l'autre, c'est maintenant. Et aujourd'hui, donc, c'est vrai qu'il y a l'expérimentation de faire venir des camions dans des quartiers. Mais moi, je me méfie des expérimentations parce que moi, je veux voir l'action de suite. C'est pas dans 10 ans, on va faire ci. Non. Voilà. Donc, on revient toujours au projet de 2072, qu'on gère déjà les problèmes qu'on a aujourd'hui en 2021. C'est bien de vouloir faire un monde propre, mais qu'on commence à faire notre ville propre. Et pour, oui, un mot, Virginie. Du coup, sur les déchets organiques, c'est vrai que nous, on travaille là avec différentes collectivités territoriales, justement, en anticipation de la loi sur la transition énergétique de 2025, qui imposera le tri des biodéchets à la source et qui est d'ores et déjà, en fait, présente, notamment pour la restauration collective, qui doit absolument traiter les déchets organiques. Et donc, avec le Cocotarium, on donne aux gens vraiment l'envie de se trier ces déchets-là et de comprendre pourquoi il faut les trier à part de la poubelle d'ordures ménagères. Puisque quand on apporte nos déchets aux poules, c'est magique, elles font des œufs. Ouais. Et donc, on peut récupérer des œufs près de chez soi, à l'école, dans son entreprise tous les jours. Et surtout, en discuter ensemble aussi, puisque on fait gérer ces poulaillers directement par les acteurs qui sont là. Donc, les particuliers au sein de l'école. Et donc, les gens apprennent ensemble, en fait, pourquoi il faut trier les déchets, l'intérêt qui, derrière, peut permettre vraiment à la fois de sensibiliser et de développer une chaîne complète, puisqu'on peut mettre à côté des bacs à compost, mais aussi des bacs à potager, et recréer un cycle local en fait de production qui reste à échelle évidemment minime, hein, puisque pour qu'une poule traite l'ensemble des déchets organiques, il faudrait une poule par habitant. Donc autant vous dire que vous allez avoir un gros élevage à Marseille. mais voilà, le sujet, c'est de rendre ça sympathique et surtout de voir tout de suite quel est l'intérêt pour mon action. J'ai ramené mes déchets, j'ai eu des œufs, oui, je suis récompensée d'avoir bien trié. Voilà. Oui, donc parmi vous, vous êtes engagés pour que ça aille plus vite en sensibilisant les gens. Donc il y a les opérations de ramassage. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment se passe par exemple le World Cleanup Day ou le tarpin propre, un peu comment ça se passe? Qu'est-ce que vous essayez de mettre en place pour que ça marche et pour que ça donne envie aux gens de s'intéresser à ces sujets-là, les déchets qui sont a priori pas très sexy Je crois qu'on partage avec le tarpin propre du coup et un déchet par jour le World Cleanup Day, puisque en fait le World Cleanup Day France fait la promotion du programme, mais en fait le World Cleanup Day appartient à tout le monde et il est repris par beaucoup de gens, hein, que ce soit des collectivités ou des assos. Ce qu'on essaie de faire, c'est de se dire on va faire la fête des voisins sans les déchets. Et donc de se dire ça va être... Sans les déchets. Non, je disais que mes voisins sont des déchets. Les voisins, non, la fête des voisins avec les voisins. Ah ouais, bon, ça c'est embêtant, mais bon, ça peut peut-être s'arranger autour d'un World Cleanup Day, on ne sait jamais. Le sujet, c'est de donner envie de faire quelque chose qui a priori est pas du tout intéressant. C'est-à-dire, voilà, c'est ça le sujet. C'est ramasser les déchets la des première autres, chose qu'on dit, ah non, mais moi, ramasser les déchets des autres, non merci. Mais si on dit qu'on le fait tous ensemble, en même temps, et qu'on va passer un bon moment, là, c'est un autre sujet. On donne tout de suite, nous, notre communication, elle est bleue, elle est jaune, elle est rose. C'est plutôt, on a l'impression que c'est un dessin animé, quoi. Et c'est ça qui va aussi donner envie aux gens. Et après, par contre, on est hyper... aussi, on donne beaucoup d'outils. C'est du prêt à l'emploi. Je ne sais pas organiser un clean-up, j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est pas grave. Étape 1, étape 2, étape 3. Vraiment le maximum de choses pour rendre la vie facile aux gens et que ce soit accessible. C'est notre credo à nous, l'universalité. Je crois que sur le tapin propre, vous travaillez aussi beaucoup avec différentes typologies. Comment on peut ramasser les déchets de différentes manières. Donc peut-être tu peux parler de ça,
Alexandre? Oui, et en effet, on partage pas mal la même vision des choses. Et en effet, il faut rendre ça accessible, ludique. Et surtout, il faut montrer aux gens, sans les culpabiliser, pourquoi en fait c'est quelque chose qui devrait les préoccuper. Donc, et là, de manière générale, pour les ramassages, nous, avec un déchet par jour, on intervient souvent du coup dans des centres sociaux ou dans des cités. Et c'est vrai que tout de suite, quand on parle environnement et déchets, on nous dit oh, mais enfin désolé, moi mon problème c'est à la fin du mois il faut que j'arrive à manger. Donc c'est pas mon problème. Donc au début on s'est pris pas mal ça dans la tête, hein, pour pas dire autre chose. Et donc on savait pas quoi répondre. Et en fait, par contre, en échangeant avec eux, on s'est rendu compte que à défaut que les déchets directement les préoccupent, il y avait d'autres préoccupations et notamment il y avait pas mal de rats. Et en fait, le lien n'avait pas forcément été fait entre les déchets, donc déchets organiques, qui attiraient les rats. Et donc maintenant, on a adapté notre discours, tout en restant ludique, leur montrer en fait que s'ils veulent moins de rats et de nuisibles finalement, il faut juste pas qu'il y ait de déchets par terre. Et donc, quand on arrive en fait à créer ce lien, à régler un problème de leur quotidien, là, tout d'un coup, ils sont intéressés et fondamentalement, ils veulent que la situation s'améliore. C'est juste... ils ont une montagne face à eux et on a tous connu cette situation. Quand on a une montagne face à nous, on ne sait pas par où prendre le problème. Et donc, il faut juste leur montrer un chemin, une porte, leur tenir la main pour ramasser les premiers déchets et après les accompagner pour qu'ils soient autonomes. Et ça, ce discours, il est valable dans les cités et dans les centres sociaux, mais pour tout le monde en fait. Il faut casser cette image des gens qui sont dans les cités qui sont complètement incapables. C'est totalement faux. Ils sont tout aussi motivés. C'est juste qu'il y a beaucoup de déchets qui sont liés à plein de sources différentes. Et donc quand on les accompagne, et c'est pour ça qu'on est super fiers d'être ambassadeur du World Cleanup Day à Marseille, c'est parce qu'on les accompagne pour qu'ils deviennent autonomes là-dedans. Le but, c'est surtout pas qu'ils aient besoin de nous à chaque fois. C'est en fait, on se fait notre propre concurrence. On crée des assos qui vont devenir concurrentes à un déchet par jour. En donnant les outils, la méthodologie pour que tout le monde puisse organiser ce propre ramassage. Et on est super fiers d'aider tous les concurrents qu'on crée. Oui, et les ramassages, qu'est-ce que ça apporte? Parce qu'en soi, on sait qu'on ne va pas nettoyer tout, mais c'est sur la sensibilisation, ça fournit peut-être de l'information aussi. Peut-être nous, à la table de Cana, on a organisé dans le cadre du tarpin propre, notre tarpin propre. Donc on est situé juste avant les stacks, donc proche d'un côté de la mer et de l'autre côté des quartiers nord. Ouais. Et donc le but justement, c'était de faire une fête des voisins en invitant les habitants des quartiers aux alentours et aussi les entreprises qui partagent notre zone d'activité. En disant, voilà, on organise un ramassage qui va commencer à midi et qui va terminer à 15h. Et justement, c'était clé en main. Donc, c'est ça qui était facile. C'est que là, un déchet par jour nous accompagnait pour avoir le matériel, nous expliquer le process à suivre, etc. Et que maintenant, on sait qu'on l'a fait et qu'on peut le refaire sans un déchet par jour, qu'on est capable de mobiliser nos salariés. Et en fait, nous, ce qu'on a vu, c'est deux choses. C'est que la plupart des salariés en insertion à la table de Cana, ils habitent dans les quartiers aux alentours, donc cette problématique-là, ils la connaissent. Ouais. Et il y avait aussi l'envie de se dire, on travaille ici tous les jours, c'est notre cadre de vie. Finalement, on passe plus de temps là que chez nous. Donc, on a envie d'avoir un cadre de vie agréable. Et finalement, tout le monde s'est mobilisé assez rapidement. Et après, vous avez des retours un petit peu? Est-ce qu'il y a des gens qui changent un petit peu leur pratique après avoir participé à ces opérations? Est-ce qu'au moins il y a une prise de conscience? Nous, c'est très clair. On travaille là en ce moment pour préparer en fait un projet de mise en avant en fait des initiatives qui ont émergé sur les territoires en fait après le World Cleanup Day, puisque en fait lors du World Cleanup Day, on travaille quand on prépare un ramassage, on travaille avec la collectivité, puisqu'à un moment il va falloir que ces déchets soient récupérés. On fédère des citoyens, il y a les écoles qui se mettent, et en fait le fait que ces acteurs-là soient tous ensemble issus du territoire et qu'ils se soient parlé, ils se connaissent, et donc après c'est plus facile de reprendre le lien pour aller plus loin et se dire mais en fait ce déchet-là, pourquoi est-ce qu'il est là et est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Et le lien est plus naturel parce que la collectivité ne voit pas le citoyen comme ah super, ils jettent encore leurs déchets. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et on a déjà travaillé ensemble, donc on se connaît, donc c'est plus facile. Et il y a des vraies initiatives qui émergent sur les territoires. Par exemple, j'ai en tête une école qui a nettoyé le parc qui est tout près de leur école. Ils ont été tellement choqués
les enfants qu'ils ont demandé à la mairie de faire un projet pour pouvoir expliquer pourquoi le mégot ça polluait, qu'ils n'en voulaient pas, etc. Ils ont créé avec les ateliers de la ville des poubelles spécifiques, un espèce de monstre avaleur de mégots dans le parc pour arrêter que leur parc soit sale. Et donc là, ils vont mesurer 1 an après en fait, le résultat de leur action. Puisque, et ça, c'est super parce que ça veut dire que là, tous ensemble, c'est ça qu'il faut faire pour clairement gérer ces sujets de décharge aussi, hein, les responsabilités élargies des producteurs, etc. Que chacun apporte sa pierre. Et vraiment, nous, on a de retour dans tous les territoires et on voudrait pouvoir les partager parce que les problématiques aussi sont liées à la taille de territoire, avec des problématiques qui sont similaires en fait d'un territoire à l'autre pour partager et être activateur du changement plus rapide en fait. Alors en tout cas, dans tous les projets, depuis 2 ans, enfin du mois où j'y suis, et ça sera pendant toute la mandature que j'ai à la métropole, on vous accompagnera, on sera toujours à vos côtés et on encourage donc les associations à, si vous avez besoin d'une aide, eh bien, vous nous contactez, si on peut le faire, en tout cas si je peux le faire, je le ferai, mais alors sans hésiter puisque vous êtes incontournable et l'environnement respire un peu mieux à Marseille, c'est grâce à vous, quoi. Faut pas qu'on l'oublie aussi, et vous êtes nos voix, nous on peut vous aider, on le fera, ça c'est sûr, et on collectera et plus même. Parmi vos publics, il y a les enfants. Pourquoi c'est essentiel d'aller voir les enfants ? C'est les meilleurs marketeurs du monde. Quand ils sont convaincus, papa, maman, ils ratent plus jamais la poubelle de tri. Et quelle stratégie vous mettez en place, par exemple, à Plastic Attack France, quand vous êtes au contact d'enfants ? Comment vous leur parlez de ça ? Et peut-être, quel est leur ressenti par rapport à ces sujets-là, a priori ? Nous, c'est vrai que, par exemple, on a des animations qu'on fait dans les magasins. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez vu notre stand, mais on a une piscine de déchets. Donc, c'est une animation pour que les enfants viennent pêcher et dépolluer. Donc, la piscine représente l'océan du futur. Donc, il y a écrit « Venez dépolluer l'océan du futur ». Sachant qu'en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Et donc, du coup, c'est une pêche aux déchets. Et donc, du coup, nous, c'est vraiment un attrape-parent, en fait. Donc, on se sert de cette animation pour tous les parents qui sont récalcitrants. En fait, c'est vraiment... Autre outil, même technique, quoi. Du coup, après, ils sont coincés, ils sont obligés de rester, ils sont obligés de nous écouter. Donc, on a un discours pour les enfants. Après, effectivement, ils sont convaincus. Et du coup, ils challengent leurs parents et leur disent... parce qu'on a des gestes pour consommer, réduire son usage de plastique et de déchets. Et donc, du coup, on les challenge et c'est eux qui vont aller challenger leurs parents. C'est aussi ce qu'on fait lors de nos interventions scolaires et ce qu'on fait aussi avec les collectivités. Et donc, du coup, oui, les enfants, comme tu disais, une fois qu'ils sont convaincus, les parents, ils suivent. Et à la table de Cana aussi, vous travaillez dans des centres aérés et vous essayez de transmettre un message. Par quoi ça passe pour vous ? Effectivement, en fait, on fournit le mercredi et les vacances des centres aérés en repas. Donc, on a une activité de restauration collective. Donc, ça va passer par un menu végétarien par semaine. Aujourd'hui, c'est obligatoire dans les écoles, mais pas dans les centres aérés. Donc, c'est de montrer aussi qu'on peut avoir un repas équilibré, on n'a plus faim à la fin du repas et qu'on n'a mangé ni poisson, ni viande, ni œuf. C'est d'avoir trouvé des alternatives pour, par exemple, les pique-niques, où dans la plupart des pique-niques des centres aérés, c'est des couverts en plastique ou en PLA, donc plastique biosourcé, mais pour lequel, à la table de Cana, on s'est positionné contre, parce que pour nous, ça a la même finalité. Et des barquettes d'entrée en plastique, etc. Donc on a décidé d'avoir des couverts en bois et il y a de plus en plus de centres aérés qui ont des composteurs ménagers. Donc en leur expliquant que les couverts en bois, à la fin du pique-nique, ils peuvent aller dans le composteur. C'est d'avoir mis des petites barquettes où on met les pique-niques et qu'à la fin, on peut aller le mettre dans le bac jaune. C'est aussi de sensibiliser, nous, à notre échelle et à ce qu'on peut faire. Au tri des déchets, notamment. Et le dernier sujet auquel on s'est également attaqué, c'est le gaspillage alimentaire. Et donc ça s'est passé par, en interne, faire une pesée très stricte pour répondre aux besoins alimentaires des enfants et ne pas qu'il y en ait plus. Et également, on attend, nous, on est hyper attentifs au retour des centres sur ce qui a été aimé ou non par les enfants pour qu'il n'y ait pas de gaspillage alimentaire. Et également, un retour hyper attentif sur le pain, parce qu'on sait que le pain, c'est énormément gaspillé
dans les écoles, etc., par les enfants, et donc de fournir aussi la juste dose pour que ce qui soit livré, ce qui a été produit, préparé à la table de Cana, soit pas gaspillé, mais aille bien jusque dans le ventre des enfants à qui c'est destiné. Et est-ce que sensibiliser les adultes, c'est un exercice qui est beaucoup plus difficile que les enfants? Ça dépend lesquels. Ouais. Moi, je pense que c'est un exercice qui est sûrement plus difficile parce que on demande à des personnes qui ont eu des habitudes pendant longtemps, surtout des personnes qui vont être plus âgées, où ils ont vécu une période où on leur parlait pas du déchet, on leur parlait pas des problématiques liées à l'environnement. Et donc, c'est plus difficile de leur faire se rendre compte de l'urgence, alors qu'avec des enfants, forcément, ils naissent dans un monde où l'urgence, on la voit tous les jours. Et donc, moi, je pense aussi que ça passe par les enfants, parce que il y a beaucoup de parents qui nous m'ont déjà dit qu'en fait, ils se sentent coupables quand en fait c'est l'enfant qui fait la remarque de pourquoi on fait pas le tri alors qu'on fait le tri à l'école, par exemple. Donc c'est pour ça que je pense que c'est des opérations qui sont importantes à faire dans les écoles, dans les cantines scolaires, pour justement essayer d'atteindre plus profondément les adultes. Et sur les adultes, vous utilisez tous un peu l'humour, le jeu, donc c'est peut-être l'occasion d'expliquer un petit peu ce qu'est la boîte à tri que vous avez mis au point, comment ça fonctionne. Alors nous, on est parti du constat simple, c'est que aujourd'hui les gens sont capables de passer des heures à jouer aux jeux vidéo, que ce soit par exemple Candy Crush, ça a fait un succès mondial. Des personnes, c'est un jeu qui a concrètement pas d'impact sur la vie réelle, et pourtant les gens sont prêts à y passer beaucoup de temps. Et donc nous, ce qu'on fait chez la boîte verte avec la boîte à tri, c'est qu'on se réinspire des concepts du jeu, de la gamification, pour pouvoir transformer le geste de tri en un geste de jeu. En fait, on veut rendre vraiment ce geste qui ne soit plus une corvée, parce qu'aujourd'hui pour les gens, jeter ses déchets c'est une corvée, c'est un déchet, c'est quelque chose qu'on ne veut plus, donc il faut vite s'en débarrasser. Et donc on reprend ces concepts-là pour transformer, et que voilà, ils soient capables d'accorder ne serait-ce que 5 minutes sur leur geste de tri. On utilise par exemple, toujours dans les analogies du jeu, beaucoup nous disent oui, mais le tri c'est compliqué, les règles changent tout le temps. Mais en fait, quand vous jouez à un jeu, vous prenez le temps d'apprendre les règles. Et donc l'idée, c'est pareil d'avoir un jeu qui va avoir des règles différentes en fonction des consignes de tri, et où apprendre ces règles, c'est plus une contrainte, et c'est justement quelque chose de ludique. Donc on utilise beaucoup les concepts de la gamification, et on s'inspire aussi des concepts du marketing qu'on pourrait appeler nocif aujourd'hui. Donc c'est le fait de vouloir mettre dans la tête des gens qu'ils ont besoin de faire ça, ou de consommer quelque chose. On a un exemple tout bête de comportementaliste, c'est les urinoirs chez les hommes. Si vous voulez, au fond de l'urinoir, ils se sont aperçus qu'en mettant une petite abeille au milieu de la grille en plastique, les hommes urinaient beaucoup mieux et pas à côté. Et donc ça, c'est vraiment typique des théories comportementalistes, et nous, on s'inspire de ça justement pour le réappliquer sur le geste de tri. Ces techniques-là, est-ce que vous autres, vous les utilisez aussi dans vos pratiques, dans des techniques de jeu, d'esthétique Alors, côté Cocotarium, on a une mascotte qui s'appelle Monique, alors, qui sont toutes nos poules en fait, mais qui est aussi une peluche qu'on balade avec nous partout, voilà, et à qui il arrive plein d'aventures. Et donc les gens ont envie de suivre les aventures de Monique, on raconte une histoire, on fait des dessins animés avec ça. Et donc ça c'est plutôt voilà, et on utilise aussi beaucoup l'esthétique, puisque la fondatrice du Cocotarium, Aurélie, est architecte designer, et donc elle a créé des poulaillers qui sont vraiment jolis, notamment le plus grand qui s'appelle la Villa de Monique, qui mesure 5 mètres de haut, qui est un objet monumental et qui cherche vraiment à mettre en avant en fait l'intérêt
de trier les déchets au sens large avec c'est le concept des anciens kiosques à musique en fait qu'on retrouvait dans les parcs urbains. Donc c'est très beau et ça donne envie aussi aux gens. Il y a aussi beaucoup ce sujet. Le déchet, par essence et même étymologiquement, c'est les choses dont on se sépare, dont on ne veut pas. Et en fait, je pense que le sujet, c'est vraiment de remettre au centre le déchet dans nos vies, puisque ce sont des choses qu'on produit et on peut en faire d'autres choses. Et donc, rendre ça beau et attractif, ça participe du fait qu'on va pouvoir avoir envie d'avancer. Et les adultes, en fait, eux, ils sont métro, boulot, dodo, ils sont pris par le temps. Le rythme qu'on leur impose, dès qu'on leur dit changer les habitudes, c'est « Ah ouais, non, mais j'ai pas le temps. » J'ai pas le temps, en fait. Donc, pour moi, le bon concept aussi pour les adultes, c'est de leur donner envie, alors par le beau, par l'axe qui leur convient, effectivement. Ça peut être effectivement en lien avec une problématique, mais c'est aussi de leur permettre de trouver tout de suite la première clé. Et notamment, quand j'anime moi un atelier zéro déchet, localement, je regarde toujours où est-ce qu'on peut faire nos courses pour donner tout de suite, en fait, voilà, regarde, tu peux aller là et c'est facile. Et ça ne va pas te faire changer beaucoup tes habitudes, en fait, ça va te simplifier la vie. Et je pense qu'en tout cas, vis-à-vis des adultes, il y a quelque chose là-dessus à travailler pour les aider à dire, en fait, c'est facile. Parce que sinon, ils sont pris par le temps, et voilà, et aussi par le fait de devoir payer les factures, etc. Enfin, il y a d'autres sujets qui sont importants pour eux. D'autres choses à ajouter sur ce sujet-là, sur les petites techniques pour faire changer les esprits Nous, vous l'avez déjà vu déambuler, ouais. Il y a notre mascotte de déchets qui n'est plus là. Mais et du coup, c'est un brise-glace. En même temps, ça nous rappelle vraiment nos déchets. Donc généralement, c'est ce qu'on ne veut plus voir. Là, effectivement, si chacun gardait chez lui ses déchets, si on ne pouvait plus les sortir de chez nous, alors je pense que tout le monde passerait au zéro déchet vite fait. Et donc nous, c'est pas dans l'esthétique, mais c'est dans montrer la production de chacun, donc que ce soit quand même d'une manière ludique, et c'est ce qu'on veut. Et on veut pas du tout culpabiliser, on veut juste montrer les choses. Et donc le costume, c'est 3,5 kilos de plastique, donc c'est la consommation moyenne d'un Français. On a fait un happening avec Rob Bringfield et là on était 12 et donc ça faisait 1 an de déchets, donc ça faisait 43 kilos. Et là du coup ça permet à une seule personne déjà de se rendre compte de qu'est-ce qu'elle peut changer, étant donné que visuellement ça prendrait tout le parterre et là chacun peut agir et ça a un impact réel. Donc voilà, et on tente bien évidemment de le faire toujours de manière ludique, dans la joie et la bonne humeur. Et donc là, on a parlé un petit peu de ce que peuvent faire les associations, les entreprises et les pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place? Quelle est la marge de manœuvre pour pousser les gens à changer leurs habitudes? Déjà, écouter les associations qui œuvrent au quotidien sur le terrain. Faire remonter tout ça aux élus, parce que pas beaucoup d'élus sont malheureusement sur le terrain. Et beaucoup découvrent. Beaucoup sont des citoyens lambda également, puisque, comme a dit tout à l'heure Alex, on n'est pas né parfait. Donc, et aujourd'hui, le rôle est primordial chez l'élu de faire remonter tout ce qu'il voit autour. Donc, venir un dimanche ici, croyez-moi que j'ai vu pratiquement déjà toutes les assos autour. Je vais faire remonter ça au président Giberti et croyez-moi qu'il va bouger parce qu'il a envie. Puisque je suis là, c'est qu'on m'a demandé de venir, mais même si on ne me le demande pas, c'était prévu que j'y sois, au moins c'est réglé. Et voilà, donc il y a aussi beaucoup la médiatisation. Donc on parle des réseaux sociaux et il ne faut pas hésiter à médiatiser tout ce que vous faites. Prenez des photos, envoyez. Des fois, ça fait mal à la tête. Moi, je sais qu'au début, j'ai commencé, j'avais 2000 personnes. Aujourd'hui, c'est à peu près 70, 100 000 personnes qui suivent ce que je fais chaque mois. C'est pas rien. Et aujourd'hui, la médiatisation, c'est un levier. Donc les réseaux sociaux sont là pour montrer tout ce que vous faites et n'hésitez pas à communiquer. N'hésitez pas, et je crois que ça sensibilise aussi un maximum. Bon, des fois, ça gonfle, on me lève, mais bon, dès qu'on me lève, il y en a 10 qui demandent. Donc, il y a toujours une demande. Donc, c'est pas grave, il faut toujours persister. Donc, c'est ça la base de la vie. Il ne faut pas lâcher, parce que si on lâche, c'est qu'on n'est pas fait pour défendre notre environnement. Et moi, je ne lâche pas. Donc, je sais que vous aussi, vous n'allez pas lâcher. Et il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Mais les réseaux sociaux, je crois que c'est une étape importante. Et des fois, on le met, mais on ne partage pas. N'hésitez pas à partager. On croit que les élus ne voient pas, mais en fait, ils voient tout. Et ils retiennent ce qu'ils veulent, tout simplement.
Je rebondis juste sur une petite anecdote avec les réseaux sociaux. Effectivement, ça marche avec les élus et avec les entreprises. Et nous, souvent, on fait... c'est un peu du shaming, mais gentil quand même. Mais bon, ça fonctionne. Et il y avait Decathlon qui avait commercialisé une pince pour faire des boules de neige en plastique. Et du coup, on a mis ça, on leur a écrit un mot, on l'a mis sur les réseaux, ça a cartonné. Et ils ont retiré leur pince à boule de neige en plastique chinoise. Voilà. C'était juste une petite anecdote. Et il y a aussi des collectivités qui s'engagent dans des démarches plus responsables, moins productrices de déchets. Vous travaillez à Plastic Attack France avec Saint-Ouen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la démarche qu'ils mettent en place? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Là, c'est tout frais. Donc, on a un partenariat pour le temps du mandat donc avec la mairie de Saint-Ouen-sur-Seine. Donc, on va déménager nos locaux à Saint-Ouen-sur-Seine. Pour le moment, on a un planning qui est établi et tout est en train de se mettre en place. Mais on va faire beaucoup d'interventions avec les scolaires, beaucoup d'œuvres artistiques. Là, le 21 septembre, il y a du graphe avec sur la sensibilisation à la pollution plastique, d'impliquer les habitants, de faire beaucoup d'ateliers, de choses justement qui soient ludiques, artistiques. Les messages sont forts, passent mieux, et en impliquant un maximum de personnes, faire des œuvres monumentales et des choses qui en mettent un petit peu plein la vue et qui en même temps ont un impact fort et environnemental. Donc à suivre, mais on a hâte. On pense aussi aux écoles. Qu'est-ce que peuvent mettre en place des écoles qui ont envie de s'engager sur ces démarches-là, de sensibiliser? Les écoles, il y a tellement de choses qui peuvent être faites. Donc soit c'est un petit peu en freestyle, si on peut dire ça comme ça, donc en faisant des projets qui tiennent à cœur aux professeurs, donc que ce soit organiser des ramassages de déchets ou commander un composteur et commencer à composter dans l'école, ou alors ça peut être un petit peu plus construit et suivre différentes méthodologies, donc que ce soit via Éco-École, soit le label de l'Éducation nationale. Les écoles en démarche de développement durable, le label 3D. Voilà, c'est ça. Il y a trois niveaux différents. Ou alors ça peut même être simplement des initiatives hors du cadre scolaire. Nous, on travaille avec des profs qui, par exemple, hors du cadre scolaire, la professeure dit, pour info, moi, ce week-end, je serai à l'IUCN. Si vous voulez, on s'y retrouve. Si vous voulez pas, c'est pas grave. Mais comme ça, on peut passer un moment ensemble et ça fait une sortie un petit peu pour venir découvrir ce qui se fait. Donc, ils font ça pour pas mal d'autres choses et notamment sur certains ramassages. Juste, il y a un groupe qui s'appelle Profs en Transition. Donc, il y a des milliers de profs donc, qui sont là à titre personnel, mais qui sont engagés dans leurs écoles. Donc nous, on travaille beaucoup avec eux. Et donc, ils effectuent effectivement des ramassages. Ils participent au World Cleanup Day. Et en amont, ils font des Plastic Attack. Pour réduire les déchets. Une fois qu'on n'a pas réduit, on ramasse. Et voilà, la boucle est bouclée. Ils ont contribué à la création d'un guide pédagogique pour tous les cycles en fait, scolaires. Du coup, on travaille avec eux régulièrement. Et ils ont aussi bâti, par exemple, tout un projet pour avoir un cartable scolaire vert, un cartable vert. Donc ça, c'est cette période de rentrée scolaire un vrai sujet, puisque le plastique fleurit vraiment joyeusement dans les écoles. Donc voilà, donc il y a des initiatives comme ça. Nous, on a aussi un partenariat avec une association qui s'appelle Canettes Partage. Quand on récupère les canettes, on les trie à part et on les redonne à un ferrailleur. Et l'argent, en fait, va à cette association qui s'appelle Canettes Partage, qui soutient des enfants malades par l'achat d'ordinateurs, Voilà, et donc pour les enfants, du coup, ils voient tout de suite, c'est super, ils vont aider un de leurs petits camarades. Et avec les canettes, on fait des fresques au sol, en fait, donc qui prennent différentes formes. Et donc ça fait comme une sorte de défi et aussi une récompense. Ça fait une chouette photo de fin et ça marche assez bien. Et voilà, Canettes Partage, Laurent, qui est malvoyant, qui fait partie aussi du coup du World Cleanup Day France, du coup intervient régulièrement dans les écoles pour ça. Et ça marche toujours très très bien.
Ça marche. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter pour conclure ce débat? Moi, je voudrais peut-être ajouter quelque chose Ouais. par rapport aux collectivités. Il y a une association en fait, qui regroupe plus de 170 collectivités qui s'appelle l'Association des villes pour la propreté urbaine, qui est un excellent terreau en fait, pour échanger les bonnes pratiques entre collectivités territoriales. Et on travaille avec eux maintenant depuis 2 ans pour justement voir comment est-ce qu'on accompagne en fait, la dynamique citoyenne et on la met bien en lien avec les collectivités pour bien travailler ensemble. Et voilà, je voulais en parler parce que je pense qu'il y a peu de gens qui savent que cette association existe et elle fait un travail vraiment super pour pouvoir travailler aussi sur de la mesure d'impact, en fait, évaluer au fur et à mesure et trouver des meilleurs gestes pour faire en sorte que les déchets s'arrêtent, tout simplement. C'est bon, plus personne n'a quelque chose à ajouter. Sauf s'il y a des Ça va, questions. vous? Est-ce qu'il y a Ouais, des questions dans le public? Non, je crois pas. Bon, merci à tous Merci d'avoir beaucoup. participé. Merci On pourra beaucoup. retrouver certains d'entre vous sur le stand. Et puis, rendez-vous le 18 septembre pour le World Cleanup Day. Pour plus d'action et moins de blabla. Voilà. Merci. Merci.